Des manips. Même de connecter. Ouais. Ça va si Hollie elle présente et du coup les gens ils peuvent poser des questions quand ils veulent. Ouais, ok. Je sais Et pas si Hollie, c'est bon. c'est ok. Ok, on est en direct, donc maintenant je partage sur le récif. Autre option, copier le récif. Hop, Facebook. coller, publier. C'est parti. Ouais. Voilà, on y est. Coller, publier. C'est parti. Ah ouais, merde, j'ai de l'écho, moi. Je crois qu'il faut que tu coupes ton Ouais, micro là. ouais, ça y est, c'est bon. Ok, c'est bon, il n'y a plus d'écho. Non. Ok. Bonsoir, donc bonsoir, on est à Mouréa avec Alexandre, mon fils, et le docteur, enfin d'abord, je vais être poli, avec le docteur Hollie Putnam et mon fils Alexandre. On va parler épigénétique et effet du changement climatique sur les coraux. Euh, donc, est-ce qu'avant de commencer, on pourrait définir ce qu'est l'épigénétique? What is epigenetic? With a simple word. With the simple words, I think epigenetics are a change in a mark on the DNA that influences the outcome. Okay, so, for example, the alphabet A, B, C, D, U, F, G makes the words. Oui. Okay, the same as the DNA makes the gene and protein. And so if you put the mark, the punctuation, Une punctuation is similar to the epigenetic mark and it changes the meaning of the word. D'accord. Alexandre, tu traduis? Ok. Alors, en gros, comment elle a défini ça? C'est un mot. C'est en gros, ouais, donc c'est une marque qui est posée sur l'ADN et qui va influencer en fait comment l'ADN va être lu. Et dans des mots plus simples, en gros, l'ADN, ça va être l'alphabet. Et quand tu mets une marque de ponctuation sur l'alphabet, en fait, ou dans ta phrase, plutôt ouais, dans ta phrase, eh ben, en fait, la phrase va être lue plus ou moins différemment en fonction de la ponctuation que tu as mise dans la phrase. D'accord. Moi, j'ai regardé ta conférence. I saw the conference of Alexandre et j'ai compris qu'en fait, c'était l'épigénétique. En fait, vous étudiez les défauts de transmission dans l'expression des gènes, c'est ça? En fonction de différents facteurs. Oh, non, on cherche à comprendre comment c'est transmis et comment c'est influencé par l'environnement. D'accord. Et des fois, il y a des bugs et ça se transmet pas comme il faudrait. Ou ça peut se transmettre mieux, ou ça peut être nouvellement acquis. D'accord. Et les facteurs... Hein? Tu traduis No, pour Hollie? c'est bon. Elle a compris. Ok. Ok. Ah bah, et si elle veut, on peut commencer le PowerPoint et tu traduis au fur et à mesure, Alexandre? If you want, we can just Yes. start. In case I can just translate. Okay. Okay. And thanks a lot. Merci. Je m'appelle Hollie Putnam avec l'Université de Rhode Island et États-Unis. J'étudie les coraux et changement climatique et épigénétique. Okay. So corals are amazing ecosystems. They're very productive and they build a three-dimensional structure and have much energy and habitat for fish and invertebrates and create protection from storms. And all of this
structure that's so big you can see it from space is powered by a symbiosis between the coral and the algae or the plant that lives inside the coral. Alexandre? Ok, so I think I will have to translate each time. Ok, donc les coraux, ils forment des structures extrêmement complexes et diversifiées qui peuvent être vues depuis l'espace. Ils forment un habitat pour de nombreux animaux, tels que les invertébrés et les poissons. Et ils forment aussi une symbiose avec une algue pour avoir de l'énergie par la photosynthèse. Ok. The coral has many partners in the symbiosis, so we call this the Coral Holobiont. It's a meta-organism with all the partners together. And the main animal is the cnidarian coral, or the coral host, which is a small polyp, like a jellyfish, but turned upside down with tentacles and a mouth. And many polyps together create the coral colony. Alexandre? Ok, donc les coraux, c'est des organismes complexes qui vivent en fait avec de nombreux autres petits organismes tels que leurs algues et puis aussi toute une communauté bactérienne et virale avec eux. Et en gros, l'unité de base du corail, ça va être le polype qui pourrait être une petite méduse en fait qui est retournée à l'envers, donc avec une bouche et puis des tentacules. Et tous les polypes ensemble en fait vont former la colonie de corail. Right. Ok. The animal is fairly simple. It has just 2 layers of tissue inside the tentacles. So if we look inside the tentacles, we can see the tissue, the cells on the outside. They're called the epidermis, the cells on the outside, and the cells on the inside are the gastrodermis. And the microorganisms, the bacteria, phage, algae, can live inside all of the cells, but the plant cells or the symbiont, the algal symbiont, lives inside the inside cells and photosynthesizing to provide carbon. Alex? Donc les coraux, en fait, c'est des organismes assez simples. Ils sont formés de 2 types de tissus cellulaires, avec un tissu à l'extérieur qu'on va appeler l'épiderme et un tissu intérieur qu'on appelle le gastroderme. Et du coup, en fait, les communautés virales et bactériennes, elles peuvent vivre à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Mais par contre, les zooxanthelles, donc l'algue, là, va vivre à l'intérieur seulement et fournir en fait un apport de carbone au corail par la photosynthèse. Right. And this is probably the most important relationship of the plant cell with the coral, because it allows for nutrients to be recycled on coral reefs where we have very few nutrients available. So the plant lives inside the coral and it takes in the energy from the sun and inorganic nutrients and photosynthesizes to create sugars and carbohydrates for a carbon supply for the coral host, and shares this with the coral host, which provides greater than 90% of the total demand every day that the coral needs for metabolism. Ok. Hein? Excuse-moi, Alexandre, c'est bien, là, pour revenir au truc précédent, c'est bien ce qu'on appelle une endosymbiose? Demande quelqu'un qui regarde. Is it like endosymbiosis? Yes. Yes. Endosymbiosis. Right. So the plant lives inside its cell wall, and then the host has a membrane around this, so it's inside its own compartment inside the host cell. Ok, Ouais, Alexandre. la plante vit à l'intérieur en fait de la cellule corallienne, et du coup elle a une membrane qui va être elle-même entourée par la membrane du corail. Et en fait, la petite algue, elle va vivre dans son propre compartiment. Ok. Ah, le cycle de Krebs, je m'en rappelle. Pendant les études. Remembering the
crepe cycle during his studies. Yes. Okay. Maybe I sorry. can Yes, translate. Donc, de ce que la partie qu'il y avait juste avant, il faut se souvenir en fait que où vivent les coraux dont on parle ce soir, en fait, c'est des milieux extrêmement pauvres. Et du coup, la symbiose avec la microalgue, en fait, c'est vital pour le corail parce que du coup, ça permet de recycler les nutriments. Donc, du coup, ils vont utiliser la lumière du soleil et les carbones et les autres éléments inorganiques présents dans l'eau, en fait, pour faire la photosynthèse afin de produire du sucre ou des carbohydrates pour le corail. Donc, en gros, de la nourriture. Ça permet de le nourrir. D'accord. So Ok. this allows the coral to be have very high productivity to create the structure, and the value of coral reefs is very large, on the order of hundreds of billions of dollars annually through fisheries and tourism and cultural resources and pharmaceuticals and shoreline protection. Ouais, les coraux sont des écosystèmes, les récifs coralliens sont des écosystèmes extrêmement productifs et extrêmement complexes aussi. Et en fait, leur coût estimé est à plusieurs millions d'euros chaque année. Et c'est très important en fait pour un nombre, pour énormément de gens en fait, que ce soit pour la pêche, que ce soit d'un point de vue culturel, la recherche pharmaceutique ou encore Les aquariophiles. les Oui, aquariophiles aussi. Ouais. But the relationship and the structure itself can be very fragile, and there's many human impacts, such as overfishing and coastal pollution and coastal development that causes sedimentation that can kill the corals because they're only a very thin layer on top of the skeleton. And so they're sensitive to the environmental change. Donc, il faut savoir qu'il y a vraiment qu'un très fin tissu en fait, qui recouvre le squelette des coraux. Ce qui fait qu'en fait, c'est des animaux extrêmement fragiles potentiellement. Et les récifs coralliens sont de plus en plus et très impactés par la surpêche, la pollution, mais également l'urbanisation sur les côtes, l'anthropisation des côtes, avec donc de plus en plus de sédiments qui sont déversés dans les eaux et qui empêchent les coraux de vivre correctement. And so we call these local impacts. And we know that through time, these local impacts have caused a decline in coral reefs. On appelle ça des impacts locaux, mais on sait maintenant que avec le temps, en fait, ça provoque un déclin massif des coraux. D'accord. So we can see through studies that have looked long ago and more recently that there are many changes on the reef, as we can see in this picture from Australia. Ah ouais. Sur ces images d'Australie, du coup, on peut voir, grâce à des études en fait, qui sont faites depuis extrêmement longtemps, qu'il y a des très gros changements sur les récifs coralliens. Donc ici, avec une photo qui date de 1890 et une photo de 1994. Donc on voit que c'est deux récifs qui sont complètement différents. Ouais. Au même endroit. Hein. Same place. Same Ouais. place. Ouais. You can see the mountain is the same in the Tu peux background. voir les montagnes dans le fond. Ouais. And when we look at the long-term studies, so it's very important to have the long-term monitoring and time series on coral reefs. And Moorea is a very good example of this with the Criobe long-term monitoring and Tiahara, and the Moorea Coral Reef LTER from the Gump Station together provide many data for the long-term change on corals. And through these kind of data, we can understand how the coral cover changes through time. And we know from several studies that the coral cover is declining. So we have coral cover, the amount of coral covering the seafloor, and declines over 25 years extensively in the Caribbean. Yeah, and since ça a continué quoi après en plus. Hein. Oui, Yeah. oui. Ouais. Vas-y, Alexandre. Donc les études sur le long terme sont extrêmement importantes. Et ici à Moorea, en fait, il y a le CRIOP, donc la station marine française, et la station GUMP, la station marine américaine, qui ont toutes les deux en fait des programmes de suivi sur le long terme et qui permettent d'estimer en fait l'évolution des récifs coralliens
à Moéa particulièrement. Et ici, la source graphique, c'est un exemple des Caraïbes où on voit que la couverture corallienne, en fait, elle fait que baisser en fait depuis 24 ans. And D'accord. Ok. it's not only, oh, go ahead. J'ai une question là de quelqu'un qui regarde. Et il dit, s'il se rappelle bien, l'algue symbiotique permet au corail de développer plus vite son squelette de calcium. Et somebody asked if the symbiont allows corals to develop faster for the Yes. skeleton. Wait, Oui. Yeah. so there's a process called light enhanced calcification, where when there's light and symbionts, the corals grow much faster than when there's no light or when there's no symbiont. And so there's some process, maybe the increase in photosynthesis provides the increase in carbon, and it increases or enhances the metabolism of the coral to provide more energy for active calcification. Donc, il y a une relation assez connue entre la lumière et le symbionte. Et en fait, ça a été montré que quand il n'y a pas de lumière ou quand il y a juste le symbionte, en fait, les coraux vont grandir plus lentement que quand il y a les deux présents, parce que en fait, les deux vont permettre une fixation beaucoup plus rapide du carbone et une croissance beaucoup plus rapide du squelette, du coup, donc de la calcification. D'accord. Ok. So in addition to the decline in the Caribbean, which is a maybe small space of all the ocean, we also see on the Great Barrier Reef, which is a very large reef and a very large area, over 27 years, the cover goes from about 28% down to 13%. And also in areas where it's more remote, the same pattern or trend is occurring in the Indo-Pacific for a general decline in coral cover through 36 years. Du coup, il faut Ok. savoir que les Caraïbes, c'est qu'un tout petit endroit quand on replace ça en fait dans l'océan. Mais si on prend des exemples en fait plus grands, tels que la Grande Barrière de Corail, où au début des relevés, il y avait une couverture corallienne estimée à 28%, et maintenant on est à 13% en 27 ans, ou même dans l'Indo-Pacifique. Donc la zone globale, océan Indien et océan Pacifique, on remarque qu'il y a également une tendance à une forte baisse de la couverture corallienne. Et là, les graphiques, ça s'arrête en 2004 en plus. Et donc ça fait un moment, hein, ça fait 17 ans, donc ça a dû continuer. Hein. Yeah, this one stopped in 24, so Yes, so there's additional decline. And this is Yeah. why it's so important to have the long-term monitoring so we understand the dynamics of the coral. ouais, il y a les déclins à continuer, et c'est pour ça que c'est extrêmement important de continuer à faire des suivis sur le long terme pour documenter ça. Des études, ouais. Ouais. Ok. Ah, Right? So in addition to the local impacts, we also have global stressors. The changement climatique is a grand problème. Un grand. And the increase in carbon dioxide in the atmosphere is predicted. We see the increase here, and the model predicts a great increase on the worst case scenario, and still an increase even in the best case scenario. And this increase in CO2, carbon dioxide in the atmosphere, is taken up by the oceans, and it changes the carbonate chemistry of the ocean. It shifts the buffering, and it increases the hydrogen ion concentration, which decreases the pH. And this is what we call ocean acidification. And so for organisms like corals and bivalves that build the skeleton, it becomes more difficult in terms of energy and in terms of available building blocks to build their skeletons and their shells. ok. Donc, il faut savoir que les changements climatiques, c'est un problème global et extrêmement important. Donc, dans le graphique du haut, on voit en fait les deux scénarios. Donc, en rouge, il y a le pire des scénarios et en bleu, il y a
meilleur des scénarios si on arrivait par miracle à stabiliser les concentrations en CO2. Donc, on se rend compte en fait que les émissions, la concentration en dioxyde de carbone, elle ne fait qu'augmenter. Et du coup, dans les deux scénarios, ça augmenterait. C'est simplement que dans le scénario optimiste, on arriverait peut-être à stabiliser ça, alors que dans le scénario le plus pessimiste, ça ne ferait que augmenter de manière exponentielle. Et en fait, ça a pour conséquence que l'océan, donc dans le graphique en dessous, ça a pour conséquence que le CO2 va s'accumuler en fait dans l'océan, et ça va modifier la chimie globale de celui-ci en libérant en fait plein d'ions hydrogène. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle l'acidification des océans. Et le problème, en fait, c'est que ça va laisser moins de calcium, en fait, pour les coraux, par exemple, libres. Et du coup, au niveau énergétique et donc calcium libre, ça va être de plus en plus difficile pour eux de construire leur squelette. Donc, ils vont être de plus en plus fragiles, théoriquement. On a le même problème en aquarium avec les pH bas. They have the same problem in aquaria with low pH. Yes. Yeah. So the buffering with calcium and buffer is important for the the buffer, aquarium and the ocean. Yeah. Là, il y a quelqu'un qui demande, enfin, on va peut-être y venir, mais quel est le paramètre le plus important, l'acidification des océans ou la hausse de température? What is the most temperature? Temperature. Wait. So the ocean acidification can slowly change the skeleton. This is a primary polyp, a new settled polyp. And under ocean acidification, it can change the skeleton structure. But we know when CO2 increases, we have increases in ocean temperature. And this increase in ocean temperature causes dysbiosis, or the breakdown of the animal symbiosis with the plant cell, and causes the bleaching, which is a very large problem because it's not, it's global, and it's increasing in frequency and severity. And when the coral loses its symbionts and is bleached, then they're starving. And then we have mass mortality. Yeah, donc pour compléter la question, du coup, en fait, avec l'acidification des océans, ce qu'on va voir ici, là, sur le graphique en bas à gauche, du coup, c'est des polypes qui viennent tout juste, en fait, de se fixer pour commencer leur croissance, pour former une colonie. Mais en fait, l'acidification des océans, ce que ça va créer, ça va principalement faire que le squelette va être modifié. Mais il faut savoir que quand il y a plus de CO2 en fait, dans l'atmosphère et dans l'océan, et ben, du coup, les températures augmentent très fortement. Et le problème, en fait, avec l'augmentation des températures, c'est que la relation, en fait, entre le symbionte, donc l'algue, et le corail va se casser, ce qui fait que les coraux vont éjecter, en fait, les algues, et ils vont commencer à mourir de faim. Et c'est ce qu'on appelle le blanchiment. OK. So together, the local stressors and the global stressors of ocean acidification and coral bleaching are predicted to change the reef from lots of structure and productivity to maybe different species and not as complex, to maybe a reef dominated by algae or octocorals or some other organism that's not coral reefs. And so the rapid rate that the climate is changing is threatening coral survival and changing reefs globally. Donc les changements climatiques, en fait, ça va modifier de manière profonde en fait, le fonctionnement des écosystèmes et du milieu marin et de leur dynamisme. Et ça va sûrement entraîner un changement important dans les espèces qui sont présentes sur ces récifs. Et il est prédit en fait que les récifs coralliens devraient du coup être beaucoup moins riches en espèces et beaucoup plus couverts par des algues. Ils risquent aussi d'être beaucoup moins productifs. Et du coup, les espèces, s'il reste des coraux, les espèces risquent fortement de changer. Et sinon, ça risque d'être remplacé, par exemple, principalement par des algues et donner un écosystème potentiellement un peu mort, en fait, comme on voit sur la photo de droite. Ouais.
Triste. but we still need much research to understand what the future will look like and how well corals may cope with climate change. Mais tout ça, c'est des prédictions et on a besoin de continuer à faire des recherches afin d'essayer de mieux prédire comment les coraux vont s'adapter ou non Là, au changement climatique. moi, je suis tombé sur une étude du centre scientifique de Monaco où ils disent que le manganèse, augmenter le taux de manganèse permettait une meilleure résistance au bleaching en cas de hausse de température. Est-ce que le docteur Putnam est au courant de ça? Did you understand? At Monaco, they found Yeah, he saw a paper from the Monaco centers where they show potentially that manganese increase yes, can enhance resistance of corals to climate change. yes. There's a growing number of studies that show like micronutrients and trace metals and other nutrients can enhance the thermal tolerance of corals because they have a capacity for enzymatic activity increased. Ouais, il y a pas mal d'études qui commencent à montrer en fait qu'une augmentation des micronutriments dans l'eau, en fait, ça permet potentiellement d'augmenter leur tolérance au changement climatique en faisant qu'il y ait une meilleure activité enzymatique des coraux et donc potentiellement qu'ils se nourrissent mieux. C'est vachement intéressant, hein, tout ça. Very interesting. So we ask questions about how corals can respond to climate change and the rate they can respond relative to the rate that the climate is changing. And when we think about the change, we think through the years. And so often people think about the process of adaptation, which happens on the order of months to years and within a population. Du coup, on cherche de plus en plus à comprendre en fait comment les coraux vont évoluer et donc se dire qu'on s'intéresse à leur capacité d'acclimatation et d'adaptation sur la durée en fait. Et lorsqu'on parle d'adaptation des coraux, ça va être sur une durée de plusieurs mois à plusieurs années et principalement à l'échelle des populations. Alors que l'acclimatation, ça va beaucoup être plus sur un temps court et sur des individus seulement. But we also have the process of acclimatization that did you say that Yeah. which happens inside your lifetime. So within the individual on the order of seconds to minutes to days to maybe years depending on the lifespan. Pour compléter donc la climatisation, ça va l'échelle de temps va être de quelques secondes jusqu'à quelques heures, quelques jours, voire quelques années, en fonction en fait de la durée de vie des coraux étudiés par exemple. So this provides a more rapid process to respond to environmental change. Donc l'acclimatation, ça permet d'avoir des effets en fait plus rapides sur la survie des coraux à une courte échelle de temps. Et c'est ce que vous faites dans vos travaux? Is it what we are doing in our work? Yes. Oui. Wait, so we're trying to understand the interaction between adaptation and acclimatization and how much capacity or role of acclimatization for corals under especially temperature change. Ouais, c'est ce qu'on essaye de comprendre, en fait, la relation qu'il y a entre adaptation et acclimatation et voir l'importance de l'acclimatation, par exemple, dans l'adaptation ou non des coraux au changement climatique et particulièrement de la température. D'accord. So when most people think about the adaptation and change, they think about how the population changes. So there's genetic variation or diversity in the population, and this affects the genes that are expressed and the function of the coral, which influences its phenotype or performance, which influences how it can respond to the environment. And then through natural selection, then we can change the genetics of the population. Donc, on pense les recherches jusqu'à maintenant, en fait, elles étaient principalement centrées sur la diversité génétique. Et ce qu'on pense, en fait, c'est qu'au sein des populations, les variations génétiques, en fait, vont
altérer l'expression des gènes, donc la manière dont la phrase est lue, l'alphabet est lu. Et en fait, ça va entraîner des changements dans les performances des coraux, par exemple, ce qu'on appelle les variations phénotypiques. Et ça, en fait, ça va entraîner en fait, les interactions qu'il y a avec l'environnement. Et de fait, en fait, quand on met tout ça côte à côte, la sélection naturelle va jouer et donc sélectionner des individus plus ou moins adaptés. But depending on the lifetime of the organism, this can take sometimes a long time. And so in addition to this process, we also have the ecological epigenetic, where we have also epigenetic variation that influences gene expression and influences the phenotype or performance. And importantly, when the environment changes or environment interacts with the organism, this can directly alter the epigenetic variation and performance. And so it's a shortcut, as we say. Donc du coup, les variations génétiques, c'est souvent sur une durée très longue. Et maintenant, en fait, dans la théorie moderne de l'évolution, il y a les variations épigénétiques en fait qui sont inclus dans ce modèle-là, parce qu'elles permettent en fait des modifications très courtes, sur une durée très courte de temps, de la lecture de la phrase ou de l'alphabet, et du coup entraîner en fait des variations très courtes sur une échelle de temps des performances des coraux, par exemple. Et tout ça, ça va en fait interagir avec l'environnement. Et du coup, en fait, la sélection peut se faire sur une durée plus courte. Et les deux, environnement et épigénétique, interagissent fortement. J'ai regardé avec attention ta conférence là, pour préparer l'entretien de ce soir. Tu dis dans ta conférence que les variations épigénétiques sont transmissibles. C'est-à-dire qu'au niveau de la repro, les variations épigénétiques qu'il peut y avoir se transmettent. Hein, c'est ça que tu as dit. Hein? Potentiellement, on cherche à comprendre ça. The question is how if the epigenetic marks are potentially inherited. And you continue with... Yes. Yeah. Ouais, ça va continuer avec ça. Ok, thanks. So, and in addition to the epigenetics, we also have the symbiosis or the microbiome. So the algae and the bacteria can also change rapidly, and that helps to change the performance. Et pour du coup complexifier encore un peu plus ce modèle, c'est que il y a les algues et les communautés bactériennes et virales en fait qui vont interagir aussi et potentiellement changer avec les facteurs environnementaux. Et ça provoque également des modifications dans l'expression en fait des gènes et du coup dans l'apparence phénotypique. Et les deux peuvent interagir également avec les mécanismes épigénétiques and both interact with epigenetic variation. Ok, j'ai deux questions. Est-ce que je peux? Two questions. Est-ce qu'il serait envisageable que les recherches permettent de trouver un moyen de modifier le phénotype artificiellement ou ça se fait que naturellement? Is it possible to focus research on how the phenotype can be modified artificially? Yes. Oui. Wait, so we have research that we call assisted evolution, where we propose this, where we call stress hardening or stress priming, where you challenge the coral with a smaller temperature increase for a short time, and then let it recover. And then the next time it sees the increase in temperature, its response is more positive than if it didn't see a temperature increase. Ouais, du coup, il y a beaucoup de recherches qui sont faites et entreprises en ce moment là-dessus. Et c'est ce qu'on appelle l'évolution assistée. Et pour l'instant, ce qui a été montré et ce qu'on cherche aussi, c'est quand on stresse un corail à une hausse de température à un moment T, par exemple, en fait, et qu'on le laisse récupérer après, lorsqu'on le restresse encore après avec une augmentation de température, la réponse du corail va être plus positive que lors du stress précédent. Donc il apprend à réagir, en fait. Hein? It's learning how to react. Memory, stress memory. Ouais, c'est ce qu'on appelle la mémoire du stress.
Ouais. Ok. Et deuxième question, les variations épigénétiques sont-elles à l'origine de ce qui aboutit à des génotypes? Does the epigenetic depend Is on the genotype? epigenetic variations can alter with time the genotype. Some aspect of the genotype, because some epigenetic mechanisms have a small mark on the DNA, and this mark through time, the repair mechanisms try to change it back, and so the C will change to the T. I don't know how you. I will translate it. Donc ouais, en fait, les mécanismes épigénétiques en fait peuvent altérer potentiellement avec le temps, dans certains cas, les séquences ADN, parce que du coup, si on se souvient, en fait, certaines marques épigénétiques sont sur l'ADN, donc sur l'alphabet, et en fait, il y a des mécanismes en fait de surveillance et de réparation de cet alphabet-là. Et des fois, en fait, quand une marque épigénétique va persister un peu trop à un endroit, en fait, quand va y avoir les mécanismes en fait, de réparation qui rentrent en jeu, bah, ils peuvent se tromper à cause de la marque et du coup modifier la lettre en fait, de l'alphabet, mettre une autre lettre à la place de la lettre présente déjà. Ok. But this is not a common mechanism to change the genotype across the genome, and it's not a strong driver of genotypic change. Mais c'est pas quelque chose de très commun et c'est pas vraiment ce qui va affecter le plus en fait les changements du génome, donc de l'alphabet. Ok, merci. Donc, Okay, so to remind you, we have the coral holobiont that has many partners, and so the coral stays and grows for a long time, but the single-celled algae, Symbiodiniaceae, can reproduce quickly and change the population quickly, and the bacteria and viruses can change very quickly. And so together, there's many opportunities to respond to rapid environmental change. Donc, ce qu'il faut se souvenir, c'est que les polypes, en fait, sont des unités qui se divisent très lentement au cours du temps. Mais par contre, en fait, les microalgues et les communautés bactériennes et virales, en fait, se multiplient très rapidement et peuvent changer très rapidement, en fait, avec le temps et les facteurs environnementaux. Right. ok. So we can think about this adaptation and acclimatization in a connected continuum. But in some mechanisms, like the change of the microbiome, we have a rapid rate, and we're still trying to understand how well the microbiome is inherited from the parent to the offspring. And now we have a growing knowledge about epigenetic mechanisms, which are medium fast, probably, and we have some evidence that they're inherited to the offspring, and we're studying this. And the genetics is on the more rigid evolutionary end of the continuum and has a slower rate, but can have high inheritance to the next generation. Donc là, les études, en fait, elles essayent de faire le lien entre ce qu'on appelle acclimatation, donc sur la courte durée, et adaptation sur la longue durée, et essayent de voir ça sous une forme de continuum. Et du coup, ce qu'on peut voir maintenant, et ce qu'on essaye de comprendre aussi, c'est que comment le microbiome, donc à la fois les algues, mais et également les communautés bactériennes et virales, évoluent avec le temps. Et donc, celles-ci, elles évoluent plutôt très rapidement. Et les recherches essayent de comprendre en fait comment celles-ci sont transmises des parents, comment ces communautés en fait sont potentiellement transmises des parents aux enfants. Après, le deuxième axe, c'est donc les modifications épigénétiques, et elles sont censées évoluer moins rapidement que les communautés bactériennes, virales et symbiotiques. Et pareil, on cherche également à comprendre comment elles sont transmises.
Et enfin, il y a les variations génétiques et les modifications génétiques. Et ça, en fait, c'est compris comme étant quelque chose qui va évoluer très, très lentement sur le temps. D'accord. Il y a une question And que je me posais, excusez-moi. Là, pendant plusieurs week-ends, tu as passé tes week-ends à récupérer des œufs, des larves, des machins, à plusieurs stades de développement, hein, des nuits blanches à chaque fois. Mais les larves qui se développent après, comment elles attrapent leurs zooxanthelles? So the question is right. how the developing larvae gets Yeah. horizontal. So there's two different ways. One way we call vertical transmission, where the symbiotic algae are transmitted from the parent to the offspring within the egg. And Yeah. the other way we call horizontal transmission, where after the larvae are formed and swimming and settle down onto the reef, then they eat or ingest the algae from the water and form the symbiosis later in life when they're settled. Donc, en fonction des espèces, il y a deux modes d'acquisition possibles en fait, des zooxanthelles. Soit elles vont être héritées des parents, c'est ce qu'on appelle la transmission verticale. Soit elles vont être acquises en fait, nouvellement depuis l'environnement, après que la larve de corail ait commencé à nager et se soit en fait, fixée sur le fond. Et elle va commencer à s'alimenter et en s'alimentant, elle va récupérer les zooxanthelles. Ok, thanks. Et c'est transmission horizontale. Right. And so much of our research is focused on these areas of parental effects, how much the history of your parents impacts you, and how much the epigenetics can be inherited from within a lifespan and from the parent to the offspring. Donc, la plupart des recherches, là, elles se font, nos recherches beaucoup, elles se font sur comment, en fait, les parents vont influencer potentiellement le devenir, en fait, de leurs enfants. Et on essaie de comprendre, en fait, comment les marques épigénétiques sont héritées et comment elles évoluent, en fait, sur la durée de vie et comment elles se transmettent de génération en génération. Là, il y avait une question tout à l'heure. Un corail qui a été stressé par la chaleur, puis au repos, restressé, puis repos. Enfin, on s'aperçoit que de plus en plus, il résiste bien. Est-ce que si on le remet dans la nature, est-ce qu'il résistera mieux au réchauffement climatique, à votre avis? So what we said, it's like when we first stress the corals, then it's good again, then you stress again, then it's good again. And the question is, if you put this coral back on the reef, will he resist better to the environment or not to environmental change? Wait. So there's some examples of this, and the most famous example is work by Barbara Brown in Thailand, where they look at the Coleastria, Goniastria, aspera, and it's an intertidal coral. So in the, I think, spring, when it's above water, the sun comes from one side and hits the coral and bleaches this side of the coral. And then the coral recovers. And then in the summer, the thermal stress comes and only the opposite side of the coral bleaches. And this side that bleached before does not bleach. And this lasted for at least 10 years, the tolerance of the side that bleached. So it's an example of very long memory. So in 10 years, it's not bleaching anymore. I don't know if never, but when they do the repeat experiment, less. Yes, it's less than the And Barbara Brown? Yes. OK. So, donc, il y a des exemples qu'on montré, notamment une chercheuse en Thaïlande, Barbara Brown, qui a travaillé sur des coraux en fait, qui sont émergés assez souvent de l'eau. Et en fait, ce qui a été montré, c'est que lorsqu'ils sont émergés pour la première fois, en fait, le soleil va brûler en fait, un côté du corail et ce côté-là, en fait, il va blanchir. Et ensuite, il va récupérer. Et ce qu'ils ont montré, en fait, c'est que lorsque le soleil va retaper sur la colonie, en fait, bah, le côté qui a déjà été exposé, en fait, ne va pas blanchir de nouveau, alors que le côté qui, lui, n'a pas été peu exposé, ou pas du tout, va blanchir tout le temps. Donc Et la en fait, mémoire, elle est ils ont directement dans les polypes.
the memory is in each polype. La mémoire du stress, elle est dans chaque polype. The cells of the previously exposed, the generations, what do you say, grandchildren of the cells that were previously exposed. Là, j'ai Ouais, c'est dans les descendants des cellules Oui. qui ont déjà été exposées. Parce que du coup, les cellules elles-mêmes, en fait, dans ton corps, ça ne va pas être les mêmes qui ont été ok. exposées. Elles vont changer, se diviser parce qu'elles ont une durée de vie. Excusez mes questions naïves. Hein. Non, c'est des bonnes questions. Hein. Et Là, du coup, en fait, ça, c'est transmis en fait aux descendantes de ces cellules. Et ces cellules, en fait, dans chaque polype, elles vont avoir la mémoire de ce stress. C'est génial. Et là, j'ai une question. Quand vous stressez un corail avec la température ou le pH ou ce que vous voulez, il réagit au bout de combien de temps, le corail? Can I answer a second part to the first question first? Ouais. Right. So, pour la première question, Pour la première question. oui, not always does stress make the coral stronger. So the stress priming depends on the intensity of the stress and the duration of the stress. And so if you get the stress very high or very frequent, then it overwhelms the compensatory mechanisms of the coral. On the species, non? Oui. Donc, pour revenir juste sur la question précédente, il faut se souvenir en fait qu'une exposition au stress, ça ne va pas forcément entraîner une meilleure résistance directement. Ça va dépendre des espèces de corail, mais aussi de l'intensité et de la fréquence du stress en question. D'accord, donc il ne faut pas que les récifalistes s'amusent à monter la température à 30 degrés, à la descendre, à la monter. The people doesn't have to play with temperature in their tank to increase the resistance of corals. But this is a good opportunity in tanks to have like a ground experiment that's replicated many times. So it's a cool idea, I think, with the science and the aquarist. So. Ça pourrait être une idée amusante en fait, parce que ça permettrait d'avoir plein de données sur plein d'espèces en fait, que la science collabore avec tous les gens qui font des aquariums. L'été prochain, je ferai des statistiques sur tous les gens qui ont des blanchiments à cause des hausses de température. But I think no one wants their corals in their house to die. I think they're too expensive. Le corail réagit au bout de combien de temps au stress? Ah ouais. How long? What is the time need for the coral to react to the stress? It's still unclear, and that's much of our research does this. There was a big study on the Great Barrier Reef that showed if you have a preparatory stress that's maybe 1 to 2 weeks long, and then it comes down for a few weeks, about 2 weeks, and then goes back up to the above bleaching, then that's a good preparatory stress. But we still don't know for many species, many locations. Ouais, ça c'est difficile à estimer parce que ça va dépendre en fait des espèces, des endroits étudiés et sans doute du stress aussi. Mais il y a des exemples qui ont montré qu'en Australie, sur la Grande Barrière de Corail, il y avait des coraux qui ont été préexposés à un stress qui est un peu en dessous du blanchiment et qui sont ensuite revenus à la normale, puis reblanchis après. On a montré qu'il y avait comment ça s'appelle, une réaction assez rapide et que ce pré-stress pouvait être potentiellement aider en fait à une bonne réaction. Ok. So in order to study acclimatization and epigenetics, we study coral reproduction, and there's 2 modes of coral reproduction. Coral brooding is one mode, and last week we studied this here, where we look at this coral Postulopora acuta, and every morning it releases the small swimming planulae from internal fertilization, where they're brooded internally for several months before, and then these swim away from the colony, and they're already ready to settle, sometimes before we want them to in our experiments. They settle quickly, and then they can grow to build the new colonies, the new adult colonies. Pour étudier tous ces mécanismes d'adaptation, d'acclimatation des coraux, en fait, on s'intéresse à leur reproduction et leur développement. Donc, il faut savoir qu'il y a 2 modes de reproduction. Soit elle va être externe, soit elle va être interne. Et là, si on prend l'exemple du corail affiché, là, donc c'est un Postulopora acuta,
Et du coup, c'est ceux sur lesquels on a travaillé toute cette semaine. Et ceux-là, en fait, ils vont faire une fécondation interne. Et en fait, chaque matin, environ 5 à 7 jours après la nouvelle lune, en fait, on va pouvoir récupérer plein de petites larves planula. Donc là, c'est les petites larves qu'on voit en fait près de la colonie, qui nagent déjà et qui sont déjà bien formées. Et en fait, on va récupérer ça pour faire des expériences. Et il faut savoir qu'en fait, elles ont la capacité de se fixer extrêmement vite. Et dès le matin, en fait, on peut en trouver qui se sont déjà fixés et qui se sont potentiellement déjà métamorphosés. And the second mode is coral spawning, where we have the many spawning corals. The majority of the corals in the world are spawning corals, where they release eggs and sperm or a egg-sperm bundle together. And this floats to the surface and breaks apart and to the egg and sperm. And then it fertilizes and cleaves and develops through the stages to become the swimming planulae, which then settles down to grow to the adult colony. Et donc, l'autre mode de reproduction, c'est la fécondation externe. Donc, soit les coraux, et c'est la majorité des coraux, en fait, qui vont faire ça. Donc, ils pondent 1 à 3 fois par an environ, de ce qu'on sait. Et en fait, ils vont libérer soit du sperme et des ovocytes, soit en fait des petites boules qu'on appelle des bundles en anglais. Donc, dans ces petites boules, va à la fois y avoir des ovocytes et du sperme, et elles vont se fragmenter en arrivant à la surface. Donc, il va y avoir fécondation dans la colonne d'eau. Et en fait, les ovocytes vont être fécondés et se développer en fait à la surface avant de devenir des petites larves planula. Donc, comme on a vu avec l'espèce précédente, et ces larves planula vont finir par descendre en fait sur le fond en nageant et se fixer aussi. D'accord. Donc, je vais résumer pour les gens qui regardent. Donc, il y a 2 fécondations, une interne, une externe. Donc, dans l'interne, c'est l'exemple du pot silo. À ce moment-là, on a des planulas qui sont éjectés directement par le corail et qui vont se fixer n'importe où. Et la fécondation externe, qui est dans la majorité des coraux, les acroporas, j'imagine, ils balancent des bundles. Et dans les bundles, il y a des ovocytes et du sperme. La fécondation a lieu en pleine eau. Les œufs sont fécondés, les planulas se développent, et une fois qu'elles se calcifient, j'imagine qu'elles tombent au fond, quoi. Voilà, hein. Elles se fixent, elles se métamorphosent. Et il y a Ok. certains coraux où c'est pas seulement des bundles, c'est aussi il y a des colonies mâles et des colonies femelles. Et le cas des bundles, c'est quand ils sont hermaphrodites, donc les deux sexes en même temps. Mais il y a des colonies où c'est des mâles et des femelles d'un côté. Donc les mâles vont relâcher du sperme et les femelles des ovocytes dans l'eau. Ah oui, il y a des colonies mâles et des colonies femelles. Pour certaines espèces, oui, et pour d'autres, c'est des hermaphrodites, donc qui relâchent les petites boules avec des spermes et des ovocytes dedans. Et vous, moi, c'est une question. Vous, en aquarium, là, au laboratoire, vous attendez qu'ils pondent. Vous n'avez pas de système pour accélérer la ponte. Do you have like any systems in tanks to accelerate the spawning, or do we just wait? This is a growing area. So Jamie Craig's at the museum in Horman, I think museum in London, is doing this system, and now working with Michael Sweet in England, they sell the aquariums with the special the temperature, controls the temperature for seasonal variation, controls the lunar and the solar lighting, and they can obtain spawning at different times of the year and have consistent spawning even in a somewhat small aquarium in England. Je l'ai invité, Jamie Craig, à regarder l'entretien, mais bon, je ne sais pas s'il regarde. Jimmy Craig is invited, but he doesn't know if he's looking at the... Oui, en gros, c'est une aire de recherche qui est de plus en plus... qui s'expande plus en plus. Et du coup, oui, donc en citant Jimmy Craig et Matthew, ou Jimmy Craig et Matthew... Michael Sweet. Michael Sweet. Donc, c'est 2 chercheurs en Angleterre qui font de plus en plus de recherches et ils arrivent à contrôler en fait différents paramètres tels que la température, l'intensité lumineuse et aussi le cycle lunaire. Et ils arrivent de plus en plus à obtenir en fait des pontes, même dans des petits aquariums. Ok, thanks. So this is a video of the Posolopora acuta larvae swimming on Stressors coralline algae.
and looking to settle and metamorphose. Donc là, c'est des vidéos avec les petites planulas dont on parlait, là, les larves de Pocillopora acuta. Donc là, celle qui nage, c'est la planula. Et on voit en fait qu'elle se fixe sur le substrat et elle se métamorphose et les polypes commencent à grandir. So they can settle very quickly. Donc elles peuvent vraiment se fixer extrêmement rapidement. C'est extraordinaire, hein? So we're interested in the connection between all these life stages because we know that history matters, the prior environment of the parents, the prior environment of you when you're little and as you grow bigger. So we try to study in the connection of the life cycle, the different stages. And so Alexandre looks at gametes and fertilization and development. And we are looking at gamete provisioning in gametogenesis from the adult to the offspring. And we measure the larvae and the settlement and the molecular mechanisms, gene expression and epigenetics to look at how the information is transferred in this cycle. Donc ouais, c'est un domaine de recherche extrêmement qui se développe de plus en plus et donc on essaye de comprendre les connexions qu'il y a entre les différents stades de développement. Donc ici avec les larves de Pocillo, donc la planula et les différents stades de planula jusqu'à la fixation. Donc on essaye de comprendre comment c'est fixé. Donc moi j'essaie de comprendre ce qu'il y a dans les gonades, les gamètes, donc le sperme et les ovocytes et comment se fait le développement. Et Hollie, elle essaye aussi de comprendre comment sont chargés les gamètes, donc le sperme et les ovocytes, pour comprendre ce qui est transmis en fait des parents aux enfants. Et ensuite, on essaye de comprendre en fait quels sont les mécanismes moléculaires qui régulent cette croissance, comment se fait les activités de respiration et métabolique en fonction des différents stades larvaires, embryonnaires ou en fonction de différentes conditions. Phew. So I also have a video of the coral spawning. This is in Hawaii. The Hawaiian rice coral, Ooh, Montipora no. capitata, reproduces by No, it's coral okay. spawning. It releases egg and sperm bundles every summer in June, July, and August near the new moon phases. Ça, c'est des bundles. C'est des Ouais, bundles. là, c'est Hein. des bundles. Bundles float to the surface of the water Ah ouais. as they are positively buoyant. À Hawaï. Ouais. Wait, Et donc on les voit At the remonter à la surface of the surface. water, they're mixed together Et ensuite, ils se mélangent from many ensemble. different colonies of coral. Donc plein de colonies de coraux qui se mélangent tous ensemble. These egg and sperm bundles break apart Donc là, le bundle va and release éclater. the sperm On voit le sperme et and les eggs ovocytes. within the packet. The eggs are then hydrated. After the eggs are hydrated, Donc après que they les can be œufs fertilized by aient the capté sperm. de l'eau, il y a la fécondation qui se fait. Et là, on va After commencer à les voir fertilization se occurs, développer. then begins development. The cells in the coral egg start Donc là, to on voit les divide and premières develop, divisions as you cellulaires. can see here. Phew. Ils ne sont They pas develop tous further fécondés, and mais on further voit qu'il y en until a they qui become grandissent. swimming larvae. Ils se développent jusqu'à devenir des planulas. These donc des Et larvae larves. ça c'est water column search for a home. c'est la suite, ça. Purée, c'est extraordinaire. Hein. Ouais, donc du coup, au début, tu as le bundle qui se capte, tu as Ouais. les œufs qui captent de l'eau, la fécondation se fait Ouais. avec du sperme d'autres Et colonies. après, ça fait des planulas. Ça ressemble vachement aux planulas qui sortent directement du pocillo. C'est des planulas. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est juste qu'en fait, chez le pocillo, ça se fait à l'intérieur du polype. Et donc, du coup, c'est la planula qui sort directement. Alors que là, avec les bundles, tout se fait à l'extérieur. Tu peux voir les cellules se diviser comme ça. Encore une super vidéo. Pou. so in our research, we look at many things that we can explain as parental effects or epigenetic effects. So here is the parent colony, and here is a polyp inside the parent colony. And from what the parent colony can experience, it can provide or modify the offspring traits because of the environment that it senses. And these are, oh, go ahead.
Donc, du coup, dans les recherches, j'ai étudié en fait comment l'environnement parental et donc comment les parents vont influencer le devenir des descendants. Et du coup, ce qu'ils essayent de comprendre, en fait, c'est comment vont être chargés donc, le sperme et les ovocytes et comment ça va influencer le devenir en fait, des enfants et comment c'est transmis. Right. And so here we study things like the RNA or gene expression in the sperm and in the eggs, and also the parental provisioning, the molecules the parent passes to the eggs for energy and for information, like lipids, carbohydrates, proteins, hormones, and antioxidants to help protect the egg in early stages, and also maternal RNAs, the information that directs the program of development. Donc, ce qu'on essaie de comprendre, c'est comment ils étudient donc les ARN dans le sperme et les ovocytes. Et donc, les ARN, c'est ce qui va permettre en fait de faire les protéines et de permettre en fait le développement des embryons de coraux. Et ce qu'ils essayent aussi de voir, c'est comment en fait les oocytes, les œufs, sont chargés en fait en lipides, carbohydrates, hormones ou autres antioxydants et quel pouvoir protecteur ça va avoir sur les œufs qui sont en train de maturer et après sur les embryons. C'est à quelle taille une planula? What is the size of a planula? 1 millimeter by 0.5 millimeter. 1 mm de longueur et 0,5 mm de largeur. Ouais, c'est petit. Merci. And we can also track the symbionts and the bacteria and viruses to see if the microbiome can also be transmitted from the parent to the offspring. Et du coup, c'est possible de suivre à la fois les symbiontes et les communautés bactériennes et virales afin de comprendre en fait comment celles-ci sont transmises et comment elles évoluent. And the second part we look at is the epigenetics. So a change in gene expression or function that can be heritable between the parent and the offspring, but it's not a change of the DNA base itself, just a mark or a packaging of the information that provides a different functional outcome. Donc, le deuxième aspect des recherches, c'est les mécanismes épigénétiques dont on a parlé avant. Donc, ça va être des marques sur l'ADN, donc sur l'alphabet ou la phrase, soit ça va être des marques sur la manière dont est rangé en fait cet alphabet ou cette phrase. Et le but, c'est de comprendre en fait comment ça est transmis et quels sont les impacts sur le développement et sur le devenir des coraux qui se développent. Ouais, il y a un truc, les colonies, elles sont hermaphrodites, enfin, il y en a certains qui sont hermaphrodites, mâles et femelles, et là, dans le cadre des fécondations externes, c'est un pied, une colonie qui balance le sperme et les ovocytes dans les petits bundles, c'est ça? When you have the bundle, it's one colony that's free like sperm and oocyte. Donc la colonie, elle est papa et maman en même temps. Ouais, c'est ça. It's like a golf ball where you have the outside is eggs and the inside core is sperm. So here in Moorea, we use these approaches and we study the spawning corals, Acropora species. And one example is we did a transplant experiment from one location on the outer reef and take the colonies and put half on the inner reef. And in the inner reef, the temperature is higher and more variable than on the outer reef. And then we measured the egg size and the number of eggs in a bundle and the sperm motility and the egg RNA and the sperm DNA methylation. And this shows us that if we transplant the colonies from a cooler, less variable location to a warmer, more variable location, the information from the environment becomes transferred in egg size and sperm motility and gene expression of the eggs and in DNA methylation of the sperm. So this shows environment causes a influence that's inherited. Donc là, ce qui est étudié à Moorea et ce qu'ils ont fait dans le passé, c'est qu'ils ont utilisé des acroporas
qui venaient de la pente externe, donc un environnement plus froid et plus stable que le lagon. Ils les ont mis dans le lagon, donc un environnement plus chaud et plus variable. Et ensuite, en fait, ils ont regardé la taille des ovocytes, comment le sperme bouge et qu'est-ce qui est transmis. Et en fait, ils ont pu voir que à la fois la taille des œufs et la mobilité du sperme étaient influencées en fait par le changement de milieu, mais également l'approvisionnement, comment est chargé en gros en information, comment sont chargés en information les gamètes, et aussi les marques épigénétiques, donc la méthylation de l'ADN, donc une marque particulière sur l'ADN dans le sperme. Et elle a également changé avec la transplantation entre deux endroits. So this shows Ouais. us there's possible mechanisms for rapid acclimatization Donc through spawning. Ouais. ça montre que c'est potentiellement un mécanisme extrêmement rapide d'acclimatation qui peut se faire au travers de la ponte. Ouais. Dans le cadre de la fécondation interne, quand le planula sort directement, on peut penser à du clonage en fait. Le planula, il va donner exactement la même chose que le pied mère en principe. In case of brooding, the planula Clones. can be clones. Wait, especially in Passalopera acuta, there's several studies, Taiwan, Moorea, and one more, I think, that shows that maybe 70 to 90% of the larvae that come out are clones and asexually propagated. So there's another possibility that the parent buds the tissue and that tissue turns into the larvae. And this also, if that genotype as well adapted to that environment, provides a mechanism to propagate this genotype rapidly. Ouais, donc du coup, ça a été montré avec des études à Taïwan, aussi à Montréal, et apparemment il y en a une autre aussi, que les petites larves qui sortent des Pocillopora acuta, là, c'est des clones dans 70 à 90% des cas. Et en fait, c'est une modification tissulaire à l'intérieur du polype qui va faire que la petite larve va être produite de manière asexuelle, et ça permet en fait théoriquement de propager en fait un corail adapté plus rapidement en fait. D'accord. Et dans le cadre de la fécondation externe, les bundles de plusieurs colonies peuvent se mélanger et donc à ce moment-là, on a des enfants différents des parents, c'est ça? Ils doivent se mélanger. Ils peuvent Ils pas. doivent se mélanger. Ils se Le mélangent. sperme et les ovocytes d'un bundle peuvent pas se féconder dans la majeure partie des cas. And The Ah, bundle d'accord. have cross. to cross. Yeah, because there's a block against self-fertilization. D'accord, donc ils doivent se mélanger. Ok, Ouais, d'accord. parce que tu as des mécanismes en fait de blocage de l'autofécondation. Donc en fait, si tu laisses du sperme et des œufs d'une même colonie, d'un bundle par exemple, ou même de plusieurs bundles d'une seule colonie, en fait, ton sperme et tes œufs vont pourrir parce qu'ils peuvent pas se féconder. La nature est bien faite. Hein. So we continue to study how the process of the environment influence works through gametogenesis and early development. And so the gametogenesis can take many months and goes from the small germ cell to the ovaries with the oocytes, and the oocytes mature into the mature egg cells before they're packaged into the bundle and released. But the spermatogenesis is usually a shorter process that has several stages as well. But if we think about the environment throughout the process, there's much more time for changes in the environment to be integrated within the oocytes than there is within the sperm. And so it depends on the location of the coral when the warm months are, to know if only the eggs will be exposed or only the sperm will be exposed, or if both will be exposed to increase temperature. And we're concerned about this because it can create a potential mismatch between the eggs and the sperm and maybe influence further negatively reproduction. Donc, ce qui est beaucoup étudié, c'est la gamétogenèse, donc la fabrication des œufs et du sperme. Donc, il faut savoir que la fabrication des œufs, en fait, ça prend beaucoup plus de temps que la fabrication du sperme. Comme on voit là en rose,
ça prend vraiment plusieurs mois depuis les premières divisions cellulaires jusqu'à avoir des œufs matures, alors que la fabrication du sperme, en fait, ça va être extrêmement rapide. Et du coup, en fait, en fonction de l'endroit où sont les colonies, s'il y a des changements environnementaux, en fait, les œufs et le sperme d'une même colonie vont pas forcément être exposés de la même manière. Et du coup, ce qui peut de plus en plus préoccuper en fait les scientifiques là-dedans, c'est qu'en fonction de si les œufs ou si le sperme ont été exposés à différents changements environnementaux et à quelle étape en fait ça s'est fait, ça peut potentiellement en fait créer, comment on dit, mismatch. Bah, en gros, ça peut bloquer la fécondation. Bah Euh, oui, parce qu'il y parce aura, que il du y, coup, y aurait pas assez d'œufs, par exemple, ou parce que, enfin, voilà non, parce quoi. que la structure des œufs, en fait, elle-même, enfin, les œufs eux-mêmes pourraient être mauvais pour la fécondation. Pas D'accord, forcément qu'il y a d'accord, assez d'œufs. d'accord, d'accord. So these are the experiments we do now. We tag colonies and we track the colony gametogenesis. We track oogenesis and spermatogenesis, and we do stress exposures during the time of year here where it bleaches and ask the question of how much they respond and what are the epigenetic mechanisms that impact the conditioning and the reproduction. Donc, c'est des trucs qu'on étudie en ce moment. Et donc, pour cela, en fait, on a mis une petite marque sur des coraux dans le récif. Et le but, c'est de suivre ça sur le temps, notamment au moment où il y a des épisodes de blanchiment ou quand l'eau est très chaude. Et en fait, par des échantillonnages successifs, ça va permettre de caractériser quand les différentes étapes en fait, de la fabrication des œufs et du sperme et d'étudier en fait après, que ce soit au niveau de l'apparence des œufs et du sperme ou des mécanismes épigénétiques qui sont dedans, comment tout ça a été influencé par l'environnement. Ok, ok. So together we look at these mechanisms to ask the questions about how reefs will withstand the future or cope with the future conditions, because this is very important for the population. Donc en fait, ce qu'on fait dans nos recherches, c'est vraiment essayer de comprendre en fait comment les populations coralliennes vont évoluer dans le temps et en fait quels seront les impacts pour les sociétés humaines en fait de ces changements de récifs coralliens en fonction de comment ils auront évolué. Donc le but, c'est vraiment de partir de l'individu, de comprendre comment celui-ci va évoluer, quel va être l'impact sur la population, puis sur le récif lui-même, et du coup, d'un point de vue appliqué, quel sera l'impact sur nos sociétés, par exemple. Ça, ce genre d'études, c'est plusieurs dizaines d'années. C'est quoi le How long is this type of studies? all, all your life? Yes. The challenge for corals is that they live many years, right? Some 100 years, some thousands of years for the biggest colonies. And so it's difficult to understand the adaptation and the interaction between adaptation and acclimatization because it's complex and they have a long history to integrate the environmental information. So the longer studies we do, the better, but it takes a long time to learn the answer and then apply it to new studies. So yes, it takes a long time. Ouais, ça prend vraiment beaucoup de temps, toute une vie de chercheur, parce que aussi il y a un des problèmes majeurs qu'on a avec les coraux, c'est qu'il y en a beaucoup qui vivent plusieurs dizaines, voire centaines, voire milliers d'années. Et du coup, en fait, bah, c'est extrêmement difficile de comprendre les interactions qu'il y a entre les coraux et l'environnement, parfois, pour certaines espèces. Et du coup, vraiment, le but de tout ça, c'est que plus on aura des études longues et suivies, et plus on pourra comprendre, en fait, comment les différentes espèces pourront évoluer dans le temps. But we can use the spawning as a natural laboratory context, and we can ask how the adults interact with their environment, and we can study the adult genetics, the symbiosis of the algae and the microbiome, and ask questions about the inheritance of the epigenetic marks from parent to offspring. Then we can measure the organism phenotype and physiology and see how plastic or flexible they are and how much they're selected, filtered by selection, and if the outcome will enhance the population or reduce the population, to understand how this feeds back to the
control of the mechanism and how this feeds back to the population. And together, building more and more studies, we can better understand, will our reefs in the future look like this, or like this, or like this, or something different? And it provides better information to forecast reef futures. Donc, du coup, ouais, l'avantage d'utiliser le développement embryonnaire des coraux, ça va vraiment être la possibilité d'intégrer en fait l'histoire parentale dans les nouveaux coraux. Et donc, ça va vraiment permettre d'étudier les interactions environnement-parents, comment c'est transmis, comment ça va influencer en fait, en fonction du patrimoine génétique, le devenir des coraux, mais également la symbiose ou comment les mécanismes épigénétiques modifient ça. Et en fait, tout ça, ça va être intégré dans la sélection naturelle, dans les expériences, pour voir au final si ces expositions, ces modifications, en fait, vont permettre d'avoir des meilleures capacités de réponse. Mais il faut savoir aussi que ces capacités de réponse, elles ne sont pas forcément bonnes, mais elles peuvent également diminuer. Donc, c'est comprendre si c'est bon ou si c'est mauvais. Et ensuite, quelles sont les interactions qu'il y a entre ces nouvelles recrues avec le patrimoine, avec les mécanismes moléculaires, comment tout ça interagit et comment en fait tout ça peut modifier la trajectoire des différentes populations coralliennes afin de comprendre en fait comment le récif sera dans le futur, si ce sera encore un récif avec de nombreux coraux, si ce sera une sélection de différentes espèces résistantes avec d'autres types d'organismes ou s'il y aura tout simplement plus rien. Et est-ce qu'on peut être optimiste ou pas? Is it possible to be optimist? Yes, I think so, because the more we learn about these mechanisms, the more we see the areas and the conditions under which corals are resilient and resistant to this, and that helps us understand and start to plan for how we might manage and restore the reefs in the future. Donc on peut quand même être positif parce que toutes les études qui sortent montrent qu'il y a quand même de grandes capacités d'adaptation, d'acclimatation des coraux et qu'en fait, toute mise ensemble, ça peut potentiellement permettre de développer des politiques de conservation et de restauration des récifs coralliens. Super. Mais il faut garder à l'esprit que ça ne sert à rien si on ne change pas. Ouais. We have to keep in mind that if we don't change our way to live, it will not serve. The number one thing we need to do is reduce emissions and reduce the changement climatique, and then also study to understand what options we have when we need to make decisions for coral reefs. Mais vraiment, l'important, c'est qu'il faut vraiment diminuer le CO2 dans l'atmosphère pour essayer de minimiser les changements climatiques et puis aussi dans le futur de prendre les bonnes décisions pour les récifs coralliens, par exemple. Ok. Et là, du coup, c'est un petit film en fait sur Mouria et sur le cryobe où on voit comment en fait, les pontes se passent en laboratoire en fait avec la récolte. Là, t'as quand même un lieu de travail qui est difficile, hein. It's a very hard place for working. La vie, c'est long. Donc là, c'est tous les petits récipients pour les tests avec les bundles, donc les œufs et les oocytes qui sont récupérés. Là, c'est la filtration de l'eau. Et pour la fécondation. Là, c'est... C'est ce que tu as fait pendant plusieurs nuits, ça? Ouais, c'était ça. Et donc là, on va voir les bundles qui sortent des colonies, encore une fois. Donc ça, c'est ce qu'on voit quand on met les colonies dans les seaux ou les petits aquariums quand on les isole. Et donc, ça donne ça après. Donc, on récupère tout avec des petits tubes. On les sélectionne pour faire les tests. On fait les fécondations. Donc, ça prend aussi un temps monstre. Quoi, tu fais les fécondations? Ça veut dire que tu sépares le sperme des ovocytes? Ouais, ça veut dire que toutes les colonies sont
sont isolés. Et en fait, pour bien comprendre qui a quoi et comment comment c'est potentiellement héritable, en fait, les colonies sont isolées. Du coup, après, on récupère les bundles, on isole le sperme et les ovocytes par filtration. Et ensuite, on décide nous-mêmes de quand on fait la fécondation. Et là, c'est des aquariums pour faire grandir les larves. Et vous travaillez avec l'eau naturelle du lagon, j'imagine? Ouais, mais à filtrer un peu. Ouais. Ah oui, working with natural water at the Filtered. lagoon. Ouais, c'est ça, filtré. Ok. Superbe. Superbe. Vraiment, That's it, I think. Oui. Yes. Ouais. Et hein, voilà. Voilà, la c'était présentation est faite. c'était génial, franchement génial. So great and Euh, amazing. yeah, So, like US. Great and amazing. yeah. Thanks a lot. Franchement, je vous remercie d'avoir pris un moment. C'est le dimanche matin pour vous, hein. Donc Ouais. normalement c'est du repos. Je vous remercie vraiment d'avoir pris un moment pour nous expliquer tout ça. Je sais pas s'il y a des questions, je regarde. Quels sont les moyens d'observation? C'est quoi? Vous travaillez quoi? C'est les moyens d'observation, c'est sous microscope, c'est ou dans l'eau, je sais pas. What are Je the sais pas. possibilities to observe coral? It's very large. Depends on... Yeah. Ça dépend sur quoi tu travailles. Yeah. Si Ouais. c'est sur les embryons et tout, ça va être des loupes, des microscopes et ainsi de suite. Et si c'est sur les coraux en eux-mêmes, ça va être, enfin, dans le récif, ça va être en plongée, par exemple. Ouais. Avec des techniques de photo particulières. Ouais. Là, il y a donc le plus grave, on avait dit, c'est le CO2, hein, le plus gros problème, hein. Température, du coup. Ouais. So the biggest stress C'est la is température. CO2, but it's mostly the temperature after. Oui. C'est la température, l'augmentation de température. Ouais, là, il y a quelqu'un qui habite, qui doit être en Polynésie. Il demande où vous êtes situé sur Moorea. Oh là, tout de suite, on est dans la baie de Cook, Baie de Cook. à la station Gump. Ouais. Et là, il y a mon ami Fabien qui importe des coraux, qui vend du corail. Il demande si vous embauchez pas des vendeurs de corail qui veulent se reconvertir. Vous savez pas ça, quand même? Non? Bon. Do you hire like people that sell corals that wants to do science instead of Change work. Yeah, just change the yeah. We work with we have one aquarist company in Rhode Island, Ocean State Aquatics, and we work with them in some exchange. So Ouais, donc à Rhode Island, elle travaille déjà avec une entreprise d'aquariologie, It's Ocean State Aquatics. Ocean States Aquatic. Ouais. Et du coup, ils collaborent activement en fait entre le laboratoire et cette entreprise. And I think the aquarist community has much expertise from the daily interactions with coral, and so we're always looking for more communication and interaction Yes, ouais. and information transfer. Et elle est toujours à la recherche en fait d'interaction avec les communautés d'aquariologistes parce que du fait qu'ils doivent suivre de manière journalière en fait leurs coraux, ils ont beaucoup plus d'expérience, en tout cas en milieu contrôlé, Ouais. des paramètres qu'il faut avoir pour garder les colonies saines. Ouais, c'est des grands débats, mais les paramètres, ouais, si tu veux, je te les donnerai, Alexandre. Ouais, mais ça, c'est un big debate because Mais on n'a pas de ponte et on n'a pas le plaisir de voir des planulars en général. Mais bon. but they don't have the pleasure to see like spawning of Yeah. planula in generals. Yeah. Ok. I think Alex, merci beaucoup, fiston. Docteur, thanks a lot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a passé un super moment. Et bah, passez un bon dimanche. C'est quoi le programme là? Vous allez Merci. plonger? Et là, on doit couper des branches de coraux et ensuite les remettre. Oui. Ok, bah, bonne baignade. Ciao, ciao. Merci. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bonne soirée. Salut. Salut.